En 1984, une jeune fille et son père, originaires d'Austin au Texas, disparurent lors d'un voyage en voiture le temps d'un week-end, laissant la mère seule à la maison, submergée par un chagrin inimaginable et des questions sans réponse pendant plus de 16 ans. Non. Mais 16 ans plus tard, un propriétaire de casse fit une découverte bouleversante parmi les voitures abandonnées. Une révélation troublante qui allait tout changer. Le soleil d'automne filtrait à travers les fenêtres du salon de Margaret Halbrook, à Austin, projetant de longues ombres sur le plancher en bois. Margaret était assise en silence sur son canapé à motif floral, la télécommande serrée entre ses doigts. Sa mère Doris, perchée à côté d'elle, arborait la même expression mêlant attente et appréhension qui était devenue un rituel à cette date chaque année. C'est bientôt l'heure, murmura Margaret d'une voix à peine audible en augmentant le volume de la télévision. Le journal local apparut à l'écran, et Margaret se pencha en avant, les yeux rivés à l'image. Depuis 16 ans, elle payait les chaînes locales pour diffuser une alerte pour personnes disparues en ce jour précis, l'anniversaire de la tragédie qui avait déchiré sa famille. Quand les publicités commencèrent, le souffle de Margaret se coupa. À l'écran apparut une photo de famille. Un bel homme à la moustache épaisse et aux yeux chaleureux posait fièrement à côté d'une petite fille au sourire éclatant. À côté de la photo, l'image d'une rutilante Cadillac rouge. Il y a 16 ans, jour pour jour, Jim Halbrook et sa fille de 8 ans, Lucia, ont disparu lors d'un voyage en voiture durant le week-end, annonça la présentatrice. Ils ont été vus pour la dernière fois à bord d'une Cadillac de ville rouge de 1979, plaque d'immatriculation THB 143. Si vous avez des informations concernant leur disparition, veuillez contacter le département de police d'Austin. Margaret éteignit la télévision, incapable de supporter le silence qui suivit. Elle jeta un coup d'œil à sa mère, remarquant l'expression sombre qui s'était figée sur son visage, marqué par les années. « Je vais monter me rafraîchir un peu », dit Doris en serrant la main de sa fille, avant de se lever lentement du canapé. Margaret acquiesça, regardant sa mère disparaître dans l'escalier. Seule avec ses pensées, Margaret traversa la pièce jusqu'à la bibliothèque qui longeait le mur du fond. Ses doigts effleurèrent les dos de plusieurs livres avant de s'arrêter sur un vieil album photo en cuir. Elle le prit avec précaution et retourna s'asseoir sur le canapé, l'ouvrant avec la révérence que l'on réserve à un texte sacré. Page après page, les souvenirs figés dans le temps défilaient. Jim posant fièrement à côté de la Cadillac qu'il avait mis des années à s'offrir. Lucia le jour de sa rentrée scolaire. Les trois à Barton Springs, rayonnant de bonheur. Margaret suivit du doigt le contour du visage de sa fille, avec une main tremblante. « Où êtes-vous » murmura-t-elle à la photo, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. La sonnerie stridente du téléphone déchira le silence, faisant sursauter Margaret. Elle referma l'album et le posa avant de se diriger vers la cuisine pour décrocher. « Allô » dit-elle un peu essoufflée. « Madame Halbrook, ici l'officier Daniels du département de police d'Austin » répondit une voix. « Je vous appelle car nous avons reçu un rapport concernant une découverte potentielle dans une casse automobile à San Marcos. Nous pensons que cela pourrait être lié à la disparition de votre mari et de votre fille. » La main libre de Margaret s'agrippa au comptoir pour se soutenir. « Quel genre de découverte ?»« Nous préférons ne pas discuter des détails par téléphone, madame. Pourriez-vous venir identifier ce que nous avons trouvé ? Une patrouille peut passer vous chercher dans une dizaine de minutes. »« Oui, » répondit Margaret immédiatement, le cœur battant. « Oui, je serai prête. » Elle raccrocha et se précipita au bas des escaliers. « Maman !» appela-t-elle. « La police vient d'appeler. Ils ont trouvé quelque chose dans une casse à San Marcos. Ils pensent que ça pourrait être en lien avec Jim et Lucia. » Doris apparut en haut des escaliers, le visage pâle. « Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ?» ?»« Ils n'ont rien voulu dire. Mais une voiture de police vient nous chercher dans 10 minutes. » Doris descendit rapidement les marches, oubliant soudain sa fatigue. « Je viens avec toi. » Elles attendirent en silence, tendues, jusqu'à l'arrivée de la voiture de patrouille. L'agent au volant se présenta sous le nom d'officier Martinez, mais resta peu bavard durant l'heure de route vers San Marcos. Margaret regardait défiler le paysage texan familier, dans un flou d'inquiétude. À côté d'elle, Doris serrait son sac contre elle, les jointures des doigts blanchies. À leur arrivée à la casse Harrow, l'estomac de Margaret se noua à la vue des véhicules de police et du ruban jaune délimitant une zone du terrain. L'agent Martinez les guida à travers le labyrinthe de carcasses
jusqu'à un groupe de personnes rassemblées autour de quelque chose qu'elles ne pouvaient pas encore voir. « Lieutenant Reyes !» appela l'officier Martinez. « Voici Madame Albrook et sa mère. » Un homme grand en civil se retourna pour les accueillir, le visage empreint d'une neutralité mesurée. « Madame Albrook, Madame Barrett, je suis le détective Reyes. Merci d'être venus aussi vite. »« Qu'avez-vous trouvé ?» demanda Margaret, la voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Le détective Reyes s'écarta, révélant ce que le groupe entourait jusque-là. Les jambes de Margaret fléchirent. Là, presque méconnaissable, écrasée mais encore identifiable, se trouvait une Cadillac rouge. La peinture autrefois brillante était désormais terne, par endroits rouillée. Mais Margaret n'avait aucun doute. C'était la voiture de Jim, celle pour laquelle il avait tant économisé, celle qu'il entretenait avec amour, celle qu'il avait prise avec Lucia ce jour-là, 16 ans auparavant. « Mon Dieu !» murmura Doris à côté d'elle, s'agrippant au bras de sa fille. Margaret s'approcha lentement, comme en transe. La voiture avait été partiellement écrasée, sans doute par l'énorme excavatrice garée non loin. Des policiers prenaient des photos sous tous les angles, d'autres relevaient des mesures et inspectaient les environs. « Nous ne pouvons pas encore examiner l'intérieur à cause de l'état du véhicule », expliqua doucement le détective Reyes. « Mais nous devons confirmer. » « Est-ce bien la voiture de votre mari, Madame Albrook ?» Margaret fit le tour du véhicule, inspectant chaque détail. Elle s'arrêta enfin devant ce qu'il restait de la roue arrière droite. Elle désigna une petite bosse sur l'enjoliveur chromé. « Jim avait heurté un trottoir la semaine avant leur disparition, » dit-elle, la voix lointaine. « On devait la faire réparer, mais... » Sa voix se perdit. Elle leva les yeux vers Reyes, les larmes aux yeux, qu'elle refusa de laisser couler. « Oui, c'est bien leur voiture. » Le détective acquiesça gravement, puis fit signe à un homme nerveux en bordure de la scène. « Voici Dean Lamb, le propriétaire de la casse. C'est lui qui nous a appelés. » Dean s'avança, s'essuyant les mains sur un chiffon avant de le tendre à Margaret. « Je suis vraiment désolé, madame. Je ne savais rien de l'histoire de cette voiture. Je vous jure qu'elle devait être détruite ce matin. Et c'est en revenant dans mon bureau que j'ai vu le segment sur les personnes disparues à la télévision. J'ai reconnu la voiture immédiatement et j'ai appelé la police. »« Comment est-elle arrivée ici ?» demanda Margaret, ignorant sa main tendue. « Qui l'a déposée ?» Dean se tortilla, mal à l'aise. « C'est justement ça, madame. Je n'ai aucune trace de l'entrée de cette voiture. Elle n'est même pas enregistrée dans notre système. »« Ça paraît louche », répliqua vivement Doris. Le détective Reyes leva une main pour l'interrompre. « Monsieur Lamb est celui qui nous a signalé la présence du véhicule, madame Barrett. Nous n'avons aucune raison de penser qu'il soit impliqué dans son apparition ici. »« J'essaie moi-même de comprendre comment elle est arrivée là, » insista Dean. « Nous avons des protocoles stricts pour accepter des véhicules. Papier, identité, tout le nécessaire. » Alors qu'il parlait, une femme en salopette tachée de graisse s'approcha du groupe. « J'ai vu Reed l'amener, » dit-elle simplement. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Reed ?» demanda le détective Reyes. « Reed Carroway ? C'est mon associé, » expliqua Dean. « Il s'occupe de la partie technique. C'est notre chef mécanicien ici. » Le détective Reyes sortit aussitôt son téléphone. « Nous devons lui parler. Pouvez-vous l'appeler ?» Dean hocha la tête et sortit son propre téléphone. Après plusieurs sonneries, il secoua la tête. « Pas de réponse. »« J'ai besoin de son adresse, » dit fermement le détective Reyes. « Bien sûr, » répondit Dean en sortant un petit carnet de sa poche. « Il habite dans le sud d'Austin. Voilà ses coordonnées. » Le détective Reyes prit le papier et se tourna vers un de ses agents. « Je veux qu'on envoie une unité à cette adresse immédiatement. Qu'on ramène M. Carroway pour l'interroger. » Puis il se tourna de nouveau vers Dean. « Y a-t-il quoi que ce soit sur les lieux qui appartiennent à M. Carroway et qui pourrait être pertinent pour notre enquête ?»« Son bureau, dit Dean, mais il est verrouillé et seul Reed a la clé. »« Il nous faudra un mandat pour y accéder légalement, » déclara Reyes à un autre agent. « Lancez la procédure. » Margaret resta silencieuse durant tout cet échange, ses yeux fixés sur la Cadillac écrasée. 16 années de doute, d'espoir fou. Et maintenant ça. La voiture qui avait emmené son mari et sa fille pour la dernière fois était là, méconnaissable, mais toujours aucune trace de Jim ou de Lucia. « Fouillons les environs », ordonna Reyes à son équipe. « Madame Albrook, Madame Barrett, si vous vous en sentez capable,
Votre aide pour identifier d'éventuels objets personnels serait précieuse. Margaret acquiesça en silence, et elle suivit les agents avec sa mère à travers la casse, cherchant parmi les débris et les objets rouillés. Les heures passèrent sans qu'aucun indice sur Jim ou Lucia ne soit découvert. Finalement, elles se retrouvèrent devant le bureau verrouillé de Reed Carraway, attendant soit son arrivée, soit le mandat qui leur permettrait de fouiller. Margaret s'adossa au mur, l'épuisement visible dans chacune des lignes de son visage. Doris, à ses côtés, lui enlaça les épaules en silence, alors que le soleil montait dans le ciel. Lorsque deux voitures de police arrivèrent dans la casse, elles se redressèrent. Une troisième voiture, un pick-up bleu foncé, les suivait. Un homme d'une vingtaine d'années en descendit. Il avait les cheveux bruns courts et portait une tenue de travail, arborant le logo de la casse sur la poche. Le détective Reyes l'aborda aussitôt. « Monsieur Carraway ?»« Oui, c'est moi. Que se passe-t-il ? L'agent m'a dit que vous deviez me parler d'urgence. »« Je suis le détective Reyes, » dit-il en lui tendant la main. « Nous enquêtons sur l'apparition d'une Cadillac rouge dans votre casse, un véhicule lié à une disparition vieille de 16 ans. » Les yeux de Reed s'agrandirent. « La voiture qui a été écrasée ce matin. J'ai entendu dire que Dean vous avait appelé. » Le détective Reyes hocha la tête en direction de Margaret et Doris. « Voici Margaret Halbrook et sa mère, Doris Barrett. La Cadillac appartenait au mari de Madame Halbrook, qui a disparu avec leur fille il y a 16 ans. » Reed s'approcha des femmes, l'air sincèrement désolé. « Je suis vraiment navré d'apprendre cela, » dit-il en tendant la main. Margaret la serra après un bref moment d'hésitation. « La voiture n'a pas été correctement enregistrée dans votre système, » reprit Reyes. « Une de vos collègues a dit vous avoir vu l'amener. Pouvez-vous nous dire comment elle est arrivée entre vos mains ?» Reed se passa une main dans les cheveux, soupirant. « Oui, c'était une situation étrange. Il y a environ une semaine, un homme âgé l'a amenée pendant que Dean n'était pas là. Il a dit qu'il n'avait plus besoin de la voiture et voulait la faire détruire. »« Vous a-t-il donné son nom ?» demanda Reyes. Reed secoua la tête. « Non, c'est ça qui était bizarre. Il a payé en liquide, une bonne somme d'ailleurs. Mais quand j'ai voulu prendre ses infos pour l'enregistrement, il s'est enfui. Il a littéralement laissé les clés sur le contact et s'est éloigné. J'ai crié après lui, tenté de le rattraper, mais il avait disparu. « Pouvez-vous le décrire ?» insista Reyes. Reed fronça les sourcils, concentré. Grand, peut-être 1,80 m, mince, les cheveux gris, mais on aurait dit qu'ils étaient foncés avant. Une grosse moustache, des lunettes, pantalon beige, chemise boutonnée. Il parlait très doucement, presque inaudible. Le souffle de Margaret se coupa. « C'est Jim !» chuchota-t-elle à Doris, le visage blême. « Quoi ?» s'exclama Doris trop fort. « C'est impossible !» Le détective Reyes se tourna vers elle. « Madame Halbrook, vous dites que cette description correspond à votre mari ?» Margaret hocha lentement la tête, les mains tremblantes. La taille, la corpulence, la moustache. Jim portait toujours des chemises, même le week-end. « Quel âge lui donniez-vous » demanda Reyes à Reed. « Difficile à dire, » répondit-il. « Peut-être la cinquantaine. » Il avait l'air fatigué, usé. Doris secoua vigoureusement la tête. « Ça n'a aucun sens. Pourquoi Jim se débarrasserait-il de la Cadillac? Il adorait cette voiture. Il s'était tant battu pour l'avoir. »« Et pourquoi maintenant ?» ajouta Margaret d'une voix plus ferme. « Après 16 ans, et où est Lucia ?» Reyes leva une main apaisante. « Ne tirons pas de conclusions hâtives. Nous devons poursuivre l'enquête. » Il se tourna vers Reed. « Nous aimerions fouiller votre bureau, Monsieur Carraway. Une de vos collègues a dit qu'il était verrouillé. »« Oui, bien sûr. Je n'ai rien à cacher. On y garde seulement des outils de valeur et des catalogues. » Ils marchèrent ensemble vers le petit bâtiment des bureaux. Margaret et Doris échangèrent un regard inquiet. « Tu crois vraiment que ça pourrait être Jim ?» chuchota Doris. « Je ne sais pas, » répondit Margaret. « Ça lui ressemble. Mais pourquoi abandonner la voiture après tout ce temps? Et où était-il? Où est Lucia? Je n'arrive pas à croire que Jim ferait ça. Peut-être que cet homme essaie de nous embrouiller, » suggéra Doris à voix basse. Arrivés devant le bureau, Reed les conduisit à une porte au fond du couloir. Il sortit un trousseau de clés, ouvrit la porte et laissa le détective entrer en premier. « Veuillez patienter ici, » dit Reyes à Margaret et Doris. « Nous vous tiendrons informés si nous trouvons quoi que ce soit. » Alors que la police pénétrait dans le bureau, Doris se mit soudain à haleter,
portant la main à sa poitrine. « Ah maman !» s'écria Margaret alarmée. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Mon asthme !» gémit Doris en fouillant frénétiquement dans son sac. « Le stress !»« Mon inhalateur !» Margaret aida sa mère à s'asseoir sur un banc tout proche. Elle trouva l'inhalateur au fond du sac à main de Doris et l'aida à l'utiliser, observant avec anxiété la respiration de sa mère se stabiliser peu à peu. « Je vais bien », insista Doris après quelques minutes, même si son visage restait pâle. « C'est juste trop d'émotions. Je suis désolé pour tout ça. »« Souhaitez-vous qu'on appelle une ambulance ?» demanda le détective Reyes, qui s'était précipité à ses côtés. Doris secoua fermement la tête. « Non, non, ça ira. J'ai juste besoin de me reposer un peu. » Pendant que Margaret s'occupait de sa mère, la fouille du bureau de Reed se poursuivait. De temps à autre, un agent sortait pour montrer un objet à Margaret et Doris, mais à chaque fois, Margaret secouait la tête. Aucun des objets n'appartenait à Jim ou à Lucia. Après près d'une heure, le détective Reyes sortit finalement du bureau. « Nous avons terminé notre fouille », annonça-t-il à Margaret et Doris. « Malheureusement, nous n'avons rien trouvé de directement lié à votre mari ou à votre fille. » Les épaules de Margaret s'affaissèrent sous la déception. « Nous ne sommes donc pas plus avancés pour comprendre ce qui s'est passé. »« Nous avons fait des progrès », la rassura Reyes. « Retrouver la Cadillac est un élément important. À présent, nous devons comprendre qui l'a apporté ici et pourquoi. » Il se tourna vers Reed. « Monsieur Carroway, nous souhaiterions que vous veniez au poste pour faire une déclaration officielle. » Reed hocha la tête. « Bien sûr, je ferai tout ce que je peux pour aider. » « Madame Albrook, Madame Barrett, nous apprécierions également votre présence, » poursuivit le détective Reyes. « Nous aimerions passer en revue les détails du dossier à la lumière de ces nouveaux éléments. »« Nous vous accompagnerons, » répondit fermement Margaret. « Je vais prendre ma propre voiture, » proposa Reed. « Je retourne de toute façon vers Austin. » Le détective Reyes réfléchit un instant, puis acquiesça. « Très bien, nous vous attendrons là-bas dans l'heure. » Alors qu'il rejoignait la voiture de police, Margaret soutenait sa mère, encore un peu chancelante. « Tu es sûre que tu en es capable ?» demanda-t-elle à voix basse. Doris serra doucement le bras de sa fille. « Je ne raterai ça pour rien au monde. S'il y a ne serait-ce qu'une chance de découvrir ce qui est arrivé à Jim et Lucia, je dois être là. » Elles montèrent à l'arrière du véhicule, observant Reed qui s'installait dans son pick-up. Le petit convoi quitta la casse, sous un soleil brûlant qui projetait des ombres nettes sur la carcasse rouge écrasée de la Cadillac. Les lumières fluorescentes du commissariat d'Austin jetaient des ombres dures sur les visages réunis dans la petite salle de conférence. Margaret et Doris étaient assises d'un côté de la table, le détective Reyes et un autre agent de l'autre. Reed Carroway avait donné sa déclaration dans une autre pièce. « Reprenons la chronologie », dit le détective Reyes en ouvrant un épais dossier. « Parfois, de nouveaux yeux sur d'anciens détails permettent de révéler ce qu'on a manqué. » Margaret acquiesça, les mains serrées sur la table. Jim et Lucia sont partis un samedi matin, le 12 octobre 1984. Jim avait son cabinet dentaire ici à Austin. Il était respecté, il l'avait bâti à partir de rien. Il avait un style bien à lui, sa moustache, ses cravates colorées. Ses patients l'adoraient. « Et Lucia ?» demanda doucement le détective Reyes. Un sourire fugace effleura les lèvres de Margaret. « Elle avait 8 ans. Elle était vive, pleine d'énergie. Elle adorait son père. Elle le suivait partout dès qu'elle n'était pas à l'école. »« Vous ne les avez pas accompagnés ?» demanda le second agent en prenant des notes. Margaret secoua la tête. « Maman avait besoin d'aide ce week-end-là. Elle déplaçait des meubles, réorganisait sa maison après la mort de papa. C'était censé être un court voyage, juste une nuit. Jim voulait montrer les couleurs d'automne de la Hill Country à Lucia, peut-être visiter Enchanted Rock. Il devait rentrer dimanche soir. « Quand avez-vous compris qu'il se passait quelque chose ?» demanda Reyes, même s'il connaissait sûrement déjà la réponse. « Dimanche soir », répondit Margaret d'une voix lointaine. Jim avait promis d'appeler en quittant Llano. Quand je n'ai pas eu de nouvelles à l'heure du dîner, j'ai contacté le motel. Ils ont dit que Jim et Lucia étaient en la partie le matin même. J'ai appelé ses amis, notre famille. Personne n'avait de nouvelles. Le lundi matin, je suis allé voir la police. Doris lui prit la main. Depuis, nous n'avons jamais cessé de chercher. Le détective Reyes acquiesça gravement. L'enquête à l'époque a été menée sérieusement.
Les agents ont examiné les enregistrements des stations-service et des commerces le long de leur route. Ils ont interrogé le personnel du motel, les clients des restaurants voisins. Les cartes bancaires de Jim n'ont plus jamais été utilisées, son cabinet est resté intact. La technologie de l'époque n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, ajouta le second agent. Pas de téléphone portable, peu de caméras. On a fait ce qu'on a pu. Et maintenant, 16 ans plus tard, sa voiture réapparaît dans une casse, dit Margaret, la voix chargée d'émotion, apportée par un homme qui lui ressemble. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Le détective Reyes referma le dossier et se pencha en avant, l'air grave. Madame Halbrook, je dois vous poser la question. Est-il possible que votre mari soit parti de son propre gré? Margaret se figea. Absolument pas. Nous avions un bon mariage. Il adorait Lucia. Son cabinet prospérait. Il n'avait aucune raison de partir. Parfois, les gens cachent des choses, dit doucement Reyes, même à leurs proches les plus intimes. Pas Jim, répliqua Margaret. Et même si c'était vrai, ce qui ne l'est pas, jamais il ne m'aurait enlevé Lucia. Jamais. La porte de la salle s'ouvrit, laissant entrer une agente. La déposition de Reed Carroway a été enregistrée, informa-t-elle Reyes. Il attend dans le hall. Merci, répondit Reyes. Il se tourna vers Margaret et Doris. Nous allons continuer à enquêter sur cette nouvelle piste. La voiture sera analysée en détail et nous tenterons de retracer ses déplacements ces 16 dernières années. En attendant, je vous conseille de rentrer chez vous pour vous reposer. La journée a été longue. Margaret regarda sa montre, surprise de voir qu'il était déjà plus de 14 heures. Oui, je suppose que vous avez raison. Un agent peut vous raccompagner, proposa Reyes en se levant. Ils se rendirent ensemble dans le hall, où Reed était assis sur une chaise en plastique, les yeux rivés à son téléphone. Il se leva en les voyant approcher. « C'est terminé » demanda-t-il. « Oui » répondit Margaret. « Merci pour votre coopération. » Le détective Reyes hocha la tête. « Pour aujourd'hui, nous vous recontacterons si nous avons d'autres questions, monsieur Carroway. » Reed jeta un regard à Margaret et Doris. « Je peux vous raccompagner. J'habite dans le quartier de Hyde Park. » Le détective Reyes parut sceptique. « Ce ne sera pas nécessaire, monsieur Carroway. Nous pouvons organiser. » Mais avant qu'il ne termine, un agent en uniforme s'approcha de lui, visiblement pressé, l'entraînant à l'écart. Pendant son absence, Margaret évalua leur situation. Sa mère était épuisée et elle devrait attendre encore un bon moment pour qu'un agent soit disponible ou qu'un taxi arrive. « Nous acceptons volontiers votre offre », décida Margaret, en ignorant le léger malaise qui lui nouait l'estomac. Reed avait pleinement coopéré avec la police et il savait où il travaillait. Margaret n'avait aucune raison valable de refuser son aide. Elle alla prévenir le détective Reyes de leur décision. Il parut hésitant, mais hocha la tête. « J'ai sa plaque d'immatriculation et ses coordonnées. Appelez immédiatement s'il y a un problème. » Le vieux pick-up de Reed était bien entretenu. Il aida Doris à monter, puis Margaret prit place au milieu. En quittant le commissariat, Reed demanda « Où habitez-vous à Hyde Park ?»« Speedway, près de la 45e, » répondit Margaret. « Je suis sur avenue H, pas loin. »« Étonnant qu'on ne se soit jamais croisés, dit-il. » Alors qu'il remontait d'Austin, Reed parlait calmement du quartier et des changements dans la ville. Soudain, Doris chercha nerveusement dans son sac. « Mon inhalateur, je crois que je l'ai oublié au bureau de la casse. »« Tu te sens bien ?» demanda Margaret. « Oui, mais c'était mon inhalateur sur ordonnance, et il coûte cher. »« J'ai de l'asthme aussi, » dit Reed. « J'en ai un de rechange chez moi. »« Merci, mais on pourrait juste s'arrêter dans une pharmacie, » répondit Margaret. « Non, insista Doris. On devrait retourner à la casse. Il est sûrement encore là. » Margaret hésita, mais sa mère était déterminée. « Je n'ai pas envie de gaspiller un inhalateur neuf, » dit-elle. « Très bien, » concéda Margaret. « Si tu y tiens. » Ils firent demi-tour. Il était 15h05 lorsque le pick-up entra de nouveau dans la casse. Le site était presque vide, le Cadillac toujours sous ruban jaune. Dean, le responsable, fut surpris de les revoir. « Vous êtes de retour ?»« Madame Barrett pense avoir oublié son inhalateur ici, » expliqua Reed. « Ah oui, je l'ai trouvé après votre départ. Je l'ai mis dans le bureau de Reed, » répondit Dean. « Merci beaucoup, dit Doris. Je peux le récupérer ?»« Bien sûr, Reed a la clé. » Reed s'avança pour ouvrir son bureau. Margaret s'assit, épuisée. Doris, elle, resta debout, un air inquiet sur le visage. « Comment tu te sens ?» demanda Margaret.
Un peu dépassé, mais ça va, murmura Doris. Le silence régnait, entrecoupé par le bruit lointain de métal. Les minutes passaient. Margaret commençait à s'impatienter. Il est long, ce n'est qu'un inhalateur. Margaret, chuchota Doris. Quand Reed ouvrira la porte, regarde l'étagère vitrée en face. Je crois avoir vu un sac bleu, comme celui de Lucia. Le cœur de Margaret s'accéléra. C'est impossible, maman. Elle l'avait quand elle a disparu. Je t'assure, c'est la même couleur. Lorsque Reed réapparut, elles regardèrent de par-dessus son épaule. Sur l'étagère, entre des manuels techniques, un petit sac bleu, exactement comme celui de Lucia. Je l'ai trouvé sur mon bureau, dit Reed en tendant l'inhalateur. Reed, ce sac bleu, il ressemble à celui de ma fille, dit Margaret d'un ton calme. Oh, ce vieux truc, c'est un sac à ma fille, répondit-il un peu tendu. Je peux le voir de plus près, demanda Margaret. Si vous voulez, ce n'est rien. Ma fille l'avait eu pour son anniversaire, mais ne l'aimait pas. Dean intervint alors, surpris. Je ne savais pas que tu avais une fille. Elle vit avec sa mère à Houston, répondit Reed rapidement. Margaret prit le sac. Il était identique à celui de Lucia. Petit, rectangulaire, avec un liseré blanc et une fermeture simple. Lucia y tenait beaucoup et l'emportait partout. Margaret sentit ses mains trembler. On dirait un sac vintage, dit prudemment Margaret en le retournant entre ses mains. De quelle année date le cadeau? Reed bougea d'un pied sur l'autre. Oh, je ne me souviens plus exactement. Il y a quelques années. Il est identique à ceux qui étaient populaires au début des années 80, observa Doris en scrutant le visage de Reed. Étonnant qu'on en trouve encore. La mode revient toujours, répondit-il d'un geste évasif. Le vintage, c'est à la mode. Margaret ouvrit le sac. Il était vide. Elle en examina soigneusement l'intérieur, faisant glisser ses doigts sur la doublure. Il est en excellent état pour un sac d'enfant. Comme je l'ai dit, elle l'a à peine utilisé, répondit Reed. Si vous voulez le garder, faites donc. Je le laissais juste prendre la poussière ici. Vous donneriez le cadeau d'anniversaire de votre fille? Demanda Margaret surprise. Elle ne le réclame pas. Et si ça vous réconforte, alors pourquoi pas? C'est très généreux, répondit-elle lentement. Vous êtes sûr? Absolument, dit-il, le visage impassible. La police l'a vu quand elle a fouillé votre bureau, lança soudain Doris. Oui, ils ont tout regardé. J'ai dit que c'était à ma fille. Rien de suspect. Doris prit le sac et l'examina. À l'intérieur, elle trouva une petite étiquette blanche cousue à la doublure. Il n'y a aucune marque. On dirait que quelque chose a été effacé, dit-elle en montrant l'étiquette à Margaret. Cette dernière observa à son tour. L'étiquette montrait effectivement des traces effacées. C'est étrange. Quel genre de cadeau n'a aucun fabricant? J'en sais rien. C'était un cadeau d'une camarade, répondit Reed, agacé. Margaret caressa à nouveau la matière du sac. Même texture, même poids. C'était exactement comme le sac de Lucia. Celui qu'elle aimait tant. Celui qu'elle avait emmené partout. Même ce jour-là, avant de disparaître. On va le garder, déclara soudain Doris en le serrant contre elle. Si c'est bien d'accord. Comme je l'ai dit, ça ne me sert à rien, répondit Reed en désignant la sortie. Si tout est bon, on devrait rentrer à Austin. En rejoignant le pick-up, Margaret et Doris échangèrent un regard lourd de sens. Une fois installés, Reed s'éloigna pour parler à Dean. C'est le sac de Lucia, souffla Doris. J'en suis certaine. L'étiquette a été modifiée pour cacher la marque. Mais comment Reed aurait-il ce sac? Murmura Margaret. Et pourquoi serait-il dans son bureau? Je ne sais pas, mais quelque chose cloche. D'abord la voiture de Jim retrouvée ici, maintenant ce sac. Ne tirons pas de conclusions trop hâtives, dit Margaret, bien que ses doutes grandissaient. Tu y crois vraiment? Demanda Doris en la fixant. Reed revint et s'installa au volant. Prête? Dit-il gaiement, comme si rien d'étrange ne s'était passé. Oui? Merci encore pour tout, répondit Margaret avec un sourire forcé. Ils prirent la route vers Austin. Margaret tenait fermement le sac bleu sur ses genoux. Le silence dans la voiture était lourd, chargé de questions sans réponse. Comment peut-il avoir ce sac? Et pourquoi vouloir s'en débarrasser si vite? Pensa-t-elle. Merci encore pour votre aide, dit-elle à voix haute. Avec plaisir. Ça a dû être un choc de retrouver cette voiture, répondit Reed. 16 ans d'attente, murmura Margaret. Et maintenant ça. Parlez-moi d'eux, dit Reed. Votre mari?
Votre fille. Margaret hésita, mais répondit. Jim était un dentiste formidable. Il faisait rire ses patients, portait des cravates ridicules avec des dents dessus. Il devait être amusant. Oui, et Lucia, pleine de vie, curieuse, coquette. Elle adorait ce sac bleu. Elle avait économisé des semaines pour l'acheter. C'était un modèle Barbie en édition limitée. Margaret sortit une vieille photo de son sac. On y voyait Jim et Lucia devant leur Cadillac rouge. Jim souriait, bras autour des épaules de sa fille. Lucia portait une tenue rose, rayonnante. « Voilà », dit Margaret en tendant la photo, prise un mois avant leur disparition. Reed la regarda à peine avant de détourner les yeux. « Belle famille », dit-il. Elle avait perdu ses 2 dents du haut et ce t-shirt arc-en-ciel rose. Margaret se figea. Il n'avait regardé la photo qu'un instant. Elle n'avait jamais mentionné les dents manquantes ni le motif du t-shirt. À l'arrière, Doris était immobile. Margaret sentait le regard perçant de sa mère fixé sur la nuque de Reed. « Oui », répondit Margaret en remettant la photo dans son sac avec des mains tremblantes. « C'est exact. » Le reste du trajet se déroula dans un silence pesant. Margaret remarqua que Reed jetait fréquemment des regards dans le rétroviseur, mais détournait les yeux dès qu'elle croisait son regard. Elle ne savait pas s'il l'observait, elle, ou le sac bleu qu'elle tenait. Lorsqu'ils arrivèrent enfin chez Margaret, au nord d'Austin, un profond soulagement s'empara des 2 femmes. Reed gara son pick-up devant la maison. « Voilà, saines et sauves », dit-il avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Merci encore », répondit Margaret d'un ton neutre en ouvrant la portière. « Pour tout ? Avec plaisir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis dans l'annuaire. Reed Carraway. » Doris était déjà sortie de la voiture. Margaret la rejoignit sur le trottoir et ensemble, elles regardèrent la camionnette de Reed disparaître au coin de la rue. Sans un mot, elles montèrent rapidement l'allée. Une fois à l'intérieur, Margaret verrouilla soigneusement la porte. « Tu as entendu ce qu'il a dit dans la voiture ?» murmura Doris. « À propos des dents de Lucia et du t-shirt arc-en-ciel. » Margaret acquiesça, s'affaissant sur une chaise, le sac bleu toujours serré contre elle. Il n'a pas pu voir ces détails, juste en regardant la photo. « Margaret, tu crois qu'il connaissait Lucia ou Jim, qu'il cache quelque chose ?»« Maman, c'est une grave accusation, » dit Margaret sans conviction. « Peut-être qu'il a juste une mémoire visuelle incroyable. » Elles restèrent silencieuses. Margaret fit courir ses doigts sur les coutures du sac. Si c'était vraiment celui de Lucia, son nom y serait. Je marquais toutes ses affaires au feutre indélébile. « Je m'en souviens, » dit Doris. Elle avait été contrariée que je veuille écrire dans ce sac. Alors on avait mis un autocollant à l'intérieur, pour l'identifier. Elle releva les yeux. Ce modèle était très populaire. Il y avait d'autres marques qui faisaient des sacs similaires. Peut-être, mais ça fait beaucoup de coïncidences, dit Doris. Margaret fit glisser ses doigts sur le tissu. Il semblait identique à celui du sac de Lucia. Et cette étiquette blanche à l'intérieur, avec son inscription effacée. « Allons chez un antiquaire », proposa soudain Doris. « Quelqu'un qui s'y connaît pourra nous dire si ce sac date bien des années 80. Et s'il confirme que c'est un original, on ira à la police. » Margaret acquiesça. « Bonne idée. Si c'est vraiment une pièce de la collection Barbie de Mattel, un expert pourra l'authentifier. Je vais chercher les clés. L'antiquaire sur Burnett Road est encore ouvert. » Revigorées par cette décision, elles quittèrent la maison. Margaret conduisait, les mains crispées sur le volant, tandis que Doris gardait le sac bleu sur ses genoux. « Tu crois vraiment que c'est celui de Lucia ?» demanda doucement Doris. « Je ne sais plus quoi penser, maman. Et si Reed mentait, pourquoi aurait-il gardé ce sac toutes ces années ?» 20 minutes plus tard, elles se garèrent devant la boutique Burnett Antique. Une clochette tinta quand elles entrèrent. L'odeur des vieux livres et du cirage les enveloppa. Derrière le comptoir, un homme d'une 60aine d'années leva les yeux. « Mesdames Elbrook et Barrett, quelle surprise !»« Bonjour, monsieur Keller, » répondit Margaret. « On aimerait avoir votre avis sur ce sac. » Doris posa le sac sur le comptoir. Keller ajusta ses lunettes. « Accessoires pour enfants, début des années 80. Mais ce n'est pas ma spécialité. Je vais appeler Robert. » Il revint avec un homme plus jeune aux cheveux poivre et sel. « Voici Robert, notre expert en jouets vintage. Sa femme est collectionneuse de Barbie. »« Enchanté, » dit Robert en prenant le sac. Il l'examina minutieusement. Matière, couture, fermoir, doublure.
Qu'aimeriez-vous savoir exactement demanda-t-il. Savoir s'il s'agit bien d'un produit Mattel original, collection Barbie, début années 80, expliqua Margaret. Robert hocha la tête et sortit une loupe. Il observe les coutures et le vinyle. La qualité correspond aux standards de Mattel. Cette teinte de bleu appartenait à leur collection Barbie World, si je me souviens bien. Il continua son inspection, concentré, pendant que Margaret et Doris retenaient leur souffle. La tirette de la fermeture éclair a bien la forme caractéristique des modèles Mattel de l'époque. Robert sortit son téléphone. « Je vais appeler ma femme, elle s'y connaît mieux que moi. » Il s'éloigna pour passer l'appel. Margaret et Doris échangèrent un regard plein d'espoir. « Il semble penser que c'est authentique, » murmura Doris. « Peut-être, mais ça ne prouve pas que c'était celui de Lucia, » répondit Margaret. « Seulement qu'il date de la bonne époque. » Robert revint quelques minutes plus tard. « Ma femme confirme, ce sac provient presque à coup sûr de la collection Barbie de Mattel, édition limitée de 1983 à 1984. Cette teinte de bleu n'a été produite que pendant environ 8 mois. » Il examina l'étiquette blanche à l'intérieur. « Mais regardez ici, cette étiquette a été modifiée. »« Modifiée ?» demanda Margaret en se penchant. « Oui, le tissu est gondolé sur les bords et il y a des traces de décoloration. Quelqu'un a sûrement utilisé de la chaleur, un fer à repasser probablement, pour effacer l'encre. » Il tourna l'étiquette vers la lumière. « On distingue encore des traces. Le traitement a plastifié la surface. Et le tissu autour montre des signes d'usure localisés, typiques d'une manipulation volontaire. » Margaret sentit son cœur s'accélérer. « Ce n'est pas une simple usure du temps? Non, une décoloration naturelle serait uniforme. Ici, c'est ciblé. Quelqu'un a clairement voulu effacer ce qui était écrit. » Il leva les yeux. « Puis-je vous demander pourquoi ce sac est si important ?» Margaret hésita, puis répondit prudemment. « Il ressemble beaucoup à celui que ma fille avait. Je voulais savoir s'il était authentique. » Robert hocha la tête. « Alors je peux vous assurer que c'est un modèle original Mattel de 1983-84. Si vous le souhaitez, ma femme pourra vous donner plus d'informations un autre jour. »« Merci, » dit Margaret d'une voix tremblante. « Vous nous avez beaucoup aidés. » Il leur rendit le sac. « Rien d'autre ? » ?»« Non, c'est tout. »« Combien vous devons-nous » demanda Doris. « Rien du tout. C'est toujours un plaisir. » Elles le remercièrent et sortirent. De retour dans la voiture, Doris regarda sa fille, le visage grave. Quelqu'un a sciemment effacé l'identifiant de ce sac. Margaret fixait l'étiquette altérée du bout des doigts. « Je sais, il faut aller à la police, » dit Doris. « Ils doivent te savoir que Reed a un lien avec la voiture de Jim et ce sac. Tu as raison. Même si ce n'est pas celui de Lucia, même si sa fille l'a vraiment eu par une amie, les policiers doivent être au courant. » Margaret démarra. « Allons directement voir le détective Reyes. » Elle n'avait parcouru que quelques rues lorsque le témoin de frein s'alluma. La voiture trembla. « C'est bizarre, » murmura Margaret, testant la pédale. Elle s'enfonça presque jusqu'au plancher. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Doris. « Le frein. Et maintenant la voiture ralentit. » Margaret se gara en urgence sur le bas-côté. Elle coupa le moteur, tenta de redémarrer, sans succès. « Ça ne m'est jamais arrivé, » dit-elle en sortant pour inspecter le moteur. Rien ne semblait brûler, mais quelque chose avait clairement lâché. Doris la rejoignit. « On appelle une dépanneuse ?» Pas le choix. Mais avant qu'elle ne puisse appeler, un pick-up s'arrêta derrière elle. Margaret sentit un nœud se former dans son estomac en voyant Reed Carraway descendre, suivi d'un homme plus grand. « Margaret ? Doris ? Tout va bien ?» lança Reed l'air inquiet. « Quelle coïncidence !» répondit Margaret en forçant un sourire. « La voiture a un souci, sûrement les freins. Voici mon ami Jason, il s'y connaît en mécanique. » Jason inspecta le moteur, demanda les symptômes. Quelques minutes plus tard, fuite du circuit de freinage et peut-être un problème de transmission. Elle n'est pas sûre à conduire. « Vous pouvez réparer ?» demanda Margaret. « Non, pas ici. Il faut des pièces et des outils. » Reed s'approcha. « Vous alliez où ? On peut vous y conduire. »« Au commissariat, » dit Doris en serrant son sac. « Tout va bien ?» demanda Reed surpris. « Oui, juste un complément d'enquête sur la voiture de Jim, » répondit Margaret vaguement. « Je peux faire remorquer votre voiture à la casse où je travaille. Je peux m'en occuper, ce sera moins cher. »« Merci, c'est gentil, » dit Margaret.
Mais on veut aller au poste d'abord, coupa Doris fermement. On s'occupera de la voiture après. Reed et Jason échangèrent un regard rapide, presque imperceptible. Margaret, elle, ne manqua pas ce détail. Maman, dit Margaret en posant une main sur le bras de Doris, on devrait peut-être régler le problème de la voiture d'abord. On pourra toujours appeler le détective Reyes depuis la casse. Elle a raison, ajouta Reed avec assurance. Inutile de laisser la voiture ici toute la nuit. Je vais appeler une dépanneuse. Sans leur laisser le temps de répondre, Reed passa l'appel. Ils arrivent dans 10 minutes, annonça-t-il. Un silence pesant s'installa. Margaret sentait la méfiance croissante de sa mère. Reed avait toujours été serviable, mais ses apparitions au bon moment devenaient troublantes. Le dépanneur arriva, comme prévu. Sans dire un mot, il attacha la voiture. Le camion arborait un logo différent. « Vous pouvez monter avec nous », dit Reed en désignant son pick-up. Doris hésita près de la plaque d'immatriculation, l'examinant longuement. « Tu viens ?» demanda Reed déjà installé au volant. Margaret monta côté passager. Doris s'assit à l'arrière, chuchotant à sa fille. « Je n'aime pas ça. On aurait dû appeler la police. » Margaret lui serra la main, tentant de la rassurer. Mais un doute s'immisçait. Pourquoi Reed était-il encore là, prêt à les conduire? Pourquoi insister pour aller à la casse? « Reed, dit-elle soudain, vous pourriez plutôt nous déposer au commissariat? » « Bien sûr, répondit-il. Pendant le trajet, Margaret remarqua que Doris textait discrètement sur son téléphone. 15 minutes passèrent. Le paysage était devenu méconnaissable. « Reed, ce n'est pas le chemin du commissariat. C'est un raccourci, répondit-il sans croiser son regard dans le rétroviseur. Jason, silencieux jusque-là, se retourna vers elle, le visage fermé. « Reed, où est-ce qu'on va ?» lança Doris. Les mains de Reed se crispèrent sur le volant. « Changement de programme, dit-il d'un ton glacial. Jason sortit une arme munie d'un silencieux ainsi que 2 paires de menottes. « Mettez-les, ordonna-t-il froidement. Face à leur hésitation, il hurla. « Tout de suite, ou je tire !» Tremblantes, les 2 femmes s'exécutèrent. Jason vérifia les menottes, puis leur mit une boule de tissu dans la bouche. Il arracha le sac bleu des mains de Doris. « Ce sac n'est plus à vous !» grogna-t-il. Il les poussa violemment. Margaret se retrouva au sol, Doris étalée sur la banquette. Reed la regarda dans le rétroviseur. « Silence, ou vous ne reverrez jamais la lumière du jour. » Le pick-up s'engagea sur un chemin de terre bordé d'arbres. Margaret ferma les yeux. Elle priait pour que le message envoyé par sa mère arrive à temps. Après plusieurs kilomètres, ils arrivèrent devant une ferme délabrée, une vieille caravane oscillant à proximité. « Le patron s'amuse, » ricana Reed en désignant la caravane. « On devrait attendre qu'il ait fini avant de lui présenter un nouveau problème, » répondit Jason. Ils traînèrent Margaret et Doris jusqu'à la maison, les forçant à monter sur le perron craquant. À l'intérieur, l'air sentait le renfermer et la fumée. Après un salon encombré, ils arrivèrent dans un bureau. Un homme âgé lisait un journal. « Surveille-les », ordonna Reed en partant avec Jason. L'homme hocha la tête sans un mot. Margaret et Doris, toujours menottées, se lancèrent un regard plein de peur, mais aussi d'espoir. « Ne leur parle pas », lança sèchement Jason. « Comme toujours. » Reed sortit une chaîne et attacha les menottes de Margaret et Doris à un vieux radiateur en fonte dans un coin de la pièce. Une fois assurés qu'elles ne pouvaient pas s'échapper, lui et Jason quittèrent la pièce, refermant la porte. Dès qu'elles furent seules avec le vieil homme, Margaret supplia. « Aidez-nous, moi, s'il vous plaît. Nous n'avons rien fait. »« Ma fille est détective, » ajouta Doris. « Elle nous retrouvera. Aidez-nous, et la justice sera plus clémente. » Le vieil homme resta silencieux, reprit son journal sans vraiment le lire. « Je vous en supplie, dit Margaret, la voix brisée. On cherche ma fille et mon mari, disparus il y a 16 ans. » Elles continuèrent à expliquer, supplier, mais l'homme ne réagissait pas, jetant parfois un regard anxieux vers la porte. Puis enfin, celle-ci s'ouvrit. L'homme sursauta, mais ce n'était que lui qui revenait. Il s'approche, l'air dur. « Silence, » souffla-t-il. « Ou ils vous feront du mal. Vous ne savez pas de quoi ils sont capables. »« Je m'appelle Doris Barrett. Voici ma fille, Margaret Albrook, » dit doucement Doris. « Nous cherchons Lucia Albrook, ma petite fille. » Elle avait 8 ans quand elle a disparu avec son père. L'homme les observa longuement, puis jeta un œil dans le couloir. Ne voyant personne, il murmura « Ici, on l'appelle Samantha.
Mais je savais que son vrai nom était Lucia. Ils l'ont changé il y a 4 ans. Margaret sentit ses jambes fléchir. Elle est ici. Ma Lucia est ici. L'homme hocha discrètement la tête. Ne faites pas de bruit. S'il vous plaît, aidez-nous, sanglota Margaret. Vous avez l'air différent d'eux. Vous avez bon cœur. Avoir bon cœur ici, c'est signer son arrêt de mort, répondit-il sombrement. Nous n'avons plus beaucoup d'années devant nous, dit doucement Doris. Ce qu'on fait ici compte pour l'au-delà. Le vieil homme sembla lutter avec sa conscience. Des pas résonnèrent dans le couloir. Doris murmura une dernière fois. « S'il vous plaît. » L'homme soupira profondément, puis sortit un téléphone de sa poche. D'une voix basse et rapide, il appela le 911, donna l'adresse de la ferme, puis raccrocha et cacha le téléphone juste avant que la porte ne s'ouvre. 3 hommes entrèrent, Reed, Jason et un grand type musclé, vêtu seulement d'un débardeur sale et de sous-vêtements. Ses bras tatoués, ses jambes velues. Margaret comprit aussitôt, c'était le patron. « Qu'est-ce que tu fais ici, Micah ?» gronda-t-il. « Tu ne dois pas être avec les prisonnières. » Micah recula, apeuré. « Elle faisait du bruit. Je leur ai juste dit de se taire. » Le patron le fixa, méfiant. « Fouillez-le. » Reed et Jason fouillèrent Micah. « S'il a quelque chose, débarrassez-vous de lui. » Reed hocha la tête. « Compris, patron. » Ils sortirent avec Micah, laissant Margaret et Doris seuls avec Jason et le boss. Le patron s'approcha lentement, les détaillant d'un regard gluant. « Alors, vous cherchez Samantha ?» dit-il en touchant les cheveux de Margaret. « Moi, j'aime aussi les femmes mûres. » Margaret se dégagea brusquement. « Rendez-la nous !» dit-elle avec un courage inattendu. Le patron éclata de rire. « Ce n'est pas possible, mais je peux vous proposer un jeu. » Il fit signe à Jason, qui revint avec 3 jeunes femmes d'une vingtaine d'années, toutes semblables, avec de longs cheveux bruns. Elles baissaient les yeux, figées. « Voilà le jeu. Vous devez deviner laquelle est Samantha. Vous pointez en même temps. Si vous trouvez, vous pourrez la voir. Juste la voir. » Margaret et Doris les observèrent avec intensité. Une d'elles, à gauche, avait une petite cicatrice près du sourcil droit, comme celle que Lucia s'était faite en tombant de vélo à 6 ans. « 1, 2, 3, montrez !» ordonna le patron. Elles désignèrent la même femme. Le patron ricana. « Incroyable. La famille, ça se reconnaît, hein ?» Les 2 autres jeunes femmes furent emmenées. Restèrent le patron, Jason, Margaret, Doris et celle qu'elles avaient mal reconnue. « Lucia, » murmura Margaret. « Ma chérie, c'est toi ?» La jeune femme resta figée, le regard vide. « Maintenant, place à l'amusement, » dit le patron avec un ton glacial. « Samantha, déshabille-toi. »« Non !» cria Margaret. « Laissez-la tranquille. »« Ne lui faites pas ça, » supplia Doris. Il les ignora. « J'ai dit déshabille-toi. » Samantha s'exécuta lentement, sans émotion, comme si ce n'était pas la première fois. « C'est bien, » murmura le patron. Puis il s'interrompit. « Attendez, j'ai une meilleure idée. » Il se tourna vers Margaret avec un sourire cruel et déverrouilla la chaîne du radiateur, laissant les menottes. Le patron attrapa Margaret brusquement par le bras et la traîna au centre de la pièce, entre Doris et Samantha. « J'aime aussi les femmes mûres, » répéta-t-il en caressant sa joue d'un doigt épais. « Samantha, déshabille-la. »« Non !» gémit Margaret regardant désespérément la jeune femme. « Lucia, je suis ta mère, je t'en prie. » Samantha hésita un instant, un éclair dans les yeux, mais resta sans expression et s'avança vers Margaret. Celle-ci recula, mais le patron la retint fermement. « J'aime jouer avec ma proie avant de la dévorer, » dit-il en riant, alors que Margaret se débattait. D'un geste violent, il déchira le chemisier de Margaret à l'épaule, découvrant sa peau. Terrifiée, elle cria tandis que ses mains étaient parcourues par le patron. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. Reed entra, le visage pâle. « Patron, la police est là !» Le patron changea d'expression, passant de la luxure à la colère. Il repoussa Margaret et saisit le bras de Samantha. « Comment ont-ils trouvé cet endroit ?»« Ils ont encerclé la ferme, » répondit Reed tendu. Le patron jura puis ordonna. « Emmenez ces 2-là rapidement. On s'échappera par l'arrière. »« Il n'y a pas d'issue, patron, » insista Reed. « Tout le périmètre est bloqué. » Furieux, le patron arracha l'arme de Reed à sa ceinture. « Alors, je vais faire ça moi-même, » grogna-t-il en visant Margaret.
Avant qu'il ne tire, Micah surgit dans l'embrasure et se plaça devant Margaret. 2 coups retentirent. Micah s'effondra, du sang s'étalant sur sa chemise. Le patron tenta de tirer de nouveau, mais le chargeur était vide. « Merde !» rugit-il en jetant l'arme. « Donnez-moi une autre !» Avant que quiconque ne bouge, des bruits de bois qui craquent retentirent, suivis de cris. « Police, lâchez vos armes !» En quelques secondes, les policiers armés envahirent la pièce, braquant Reed, Jason et le patron. Jason et Reed levèrent les mains. Le patron, lui, se jeta sur le policier le plus proche. Un coup de feu retentit. Le patron chancela, se tenant la cuisse touchée. Il rit d'un rire fou. « Vous savez combien de balles j'ai reçues dans ma vie ?» Un autre tir le fit tomber à genoux, le visage crispé par la douleur, mais toujours défiant. Les policiers menottèrent les 3 hommes, tandis que les ambulanciers s'occupaient de Micah. Margaret, libérée par une policière, se précipita vers Samantha, figée, les yeux vides. « Lucia » murmura-t-elle en touchant doucement son visage. « C'est maman. » Aucune réponse, aucun signe de reconnaissance. Les horreurs des 16 dernières années avaient eux laissé des blessures profondes, invisibles. Doris, elle aussi libérée, les rejoignit, les larmes coulant. « On l'a retrouvée, Margaret. Enfin !» Alors que Micah était stabilisée et que la police emmenait les criminels, Margaret serra sa fille contre elle, déterminée à l'aider à sortir de cette obscurité. Les gyrophares éclairaient la ferme en rouge et bleu, les policiers sécurisaient les lieux et prenaient des preuves, tandis que les ambulanciers soignaient les blessés. Margaret regarda les hommes menottés partir. Reed baissait la tête, Jason fixait droit devant lui, impassible. Le patron, malgré ses blessures, riait encore en étant poussé dans une voiture. « Madame, il faut que vous passiez un examen médical », dit doucement une ambulancière en guidant Margaret vers une ambulance. Doris était déjà assise sur le pare-choc d'une autre ambulance, une couverture sur les épaules, pendant qu'un secouriste soignait ses poignets écorchés. Margaret suivit les secours, les yeux toujours posés sur Samantha, immobile sur une civière, enveloppée d'une couverture épaisse. « Vous avez une petite coupure à l'épaule », dit l'ambulancière en nettoyant la plaie laissée par le patron. « Pas besoin de poing, mais il faut désinfecter. » Margaret à peine entendit, demandant à voix basse. « Ma fille, va-t-elle bien ?» L'ambulancière suivit son regard. Physiquement, elle n'a rien, mais elle ne répond pas. Le médecin voudra la voir pour un traumatisme psychologique. Margaret acquiesça, hébétée, pendant que la blessure était bandée. Doris arriva, fatiguée mais attentive. « Comment va-t-elle ?»« Elle ne nous reconnaît pas, » répondit Margaret, la voix brisée. « Laisse-lui du temps, » dit Doris en serrant son bras. « Elle a tant souffert. » Un mouvement près de la ferme attira leur attention. On transportait Micah, couvert de sang, vers l'ambulance, un Kyve au bras. « Il faut partir vite », annonça un ambulancier. « Il a perdu beaucoup de sang, il faut retirer les balles. » Pendant qu'on chargeait Micah, un jeune policier s'approcha. « Les médecins veulent transporter votre fille à l'hôpital, au plus vite. Elle doit être examinée par des spécialistes. Vous aussi, vous devez être suivi. » « Bien sûr, » répondit Margaret, les yeux fixés sur l'ambulance. « Cet homme, Micah, a sauvé ma vie. Va-t-il s'en sortir ?» Le policier resta neutre. « Ils font tout pour. Il est conscient et fort. » Alors qu'ils se dirigeaient vers l'ambulance où se trouvait Lucia, un ambulancier les interpella. « Avant de partir, sachez que Micah nous a confié quelque chose. Il s'appelle Micah Carraway et Reed Carraway est son fils. » Margaret s'arrêta net. « Son fils », répéta l'ambulancier en hochant la tête. Il expliqua que Reed travaille pour Charlie Carnes, cet homme costaud en débardeur. Carnes est en fait le beau-frère de Micah. Doris secoua la tête, incrédule. Ce pauvre homme, abandonné par son propre fils au profit d'un monstre. « Il faut y aller », dit l'ambulancier en les guidant vers l'ambulance. Margaret et Doris montèrent à côté de Lucia, immobile et absente, le regard perdu. En refermant les portes, Margaret lui prit doucement la main. « Lucia, nous sommes là, tu es en sécurité. » Aucun signe de reconnaissance. Le trajet à l'hôpital fut un flou de sirènes et de lumières. À l'arrivée, elles furent séparées. Lucia pour une évaluation, Margaret et Doris pour des examens. Une fois libérées, elles attendirent dans une salle calme. Margaret murmura, bouleversée. « Je n'arrive pas à croire qu'on l'a retrouvée après toutes ces années. » Doris répondit. « Un miracle,
Mais elle a tant souffert à cause de cet homme abominable. Le détective Reyes entra. Madame Halbrook, Madame Barrett, contente de vous voir en sécurité. Une journée terrible pour tous. Avez-vous parlé à ma fille demanda Margaret. Pas encore. Elle est indemne physiquement, mais en grand trouble psychologique. Doris demanda des nouvelles de Micah, le sauveteur. Il est en chirurgie, les médecins sont optimistes. Margaret s'enquit des hommes qui les avaient enlevés, Reed et Charlie Carnes. Ils sont en garde à vue. Nous avons saisi le sac bleu comme preuve et enquêtons sur le propriétaire de la casse. Sur les événements passés, Reyes expliqua que Charlie Carnes est un tueur en série recherché depuis des années, connu pour manipuler et terroriser jeunes femmes et filles. Margaret, horrifiée, demanda comment Charlie avait rencontré Jim et Lucia. Le détective Morales raconta que Reed, qui coopère, a décrit les faits. Il avait 10 ans, idolâtrait Charlie, qui se présentait comme une figure forte, contrairement à Micah, jugé faible par Reed. Un jour, près de Marble Falls, ils ont fait du stop. Jim les a aidés, les prenant pour une mère malade et son fils. Ils ont même dormi au motel. Cette nuit-là, Charlie a drogué Jim, puis l'a étranglé. Il a pris Lucia, lui faisant croire que son père était hospitalisé, et l'a tenue cachée en changeant son nom en Samantha. Margaret pleurait, tandis que Doris serrait sa main. Charlie a maquillé la scène, et Jim a été caché dans un gouffre. Reed a ensuite déplacé la Cadillac à la casse, pensant que 16 ans suffiraient à effacer toute trace. Le détective promit de retrouver le corps de Jim. Un médecin vint annoncer que Lucia était dans une chambre privée, stable, mais toujours muette. Margaret et Doris la rejoignirent, parlant doucement, rappelant à Lucia qu'elle était aimée et en sécurité. Après de longs moments, Lucia murmura « Je suis désolée d'être si brisée ». Margaret, émue, répondit « Ce n'est pas ta faute, ma chérie. Nous sommes ensemble maintenant. C'est tout ce qui compte ». Lucia confia qu'elle regrettait son père, et Margaret caressa ses cheveux en silence. Une infirmière les interrompit. Micah voulait les voir. Margaret, hésitante, suivit l'infirmière tandis que Doris restait auprès de Lucia. Dans la chambre voisine, Micah, faible mais alerte, s'excusa pour son fils et lui-même, pour leur silence. Margaret le remercia. Sans son courage, elle serait encore prisonnière. Micah expliqua que Reed méprisait la gentillesse, voyant la faiblesse, ce qui a conduit à cette tragédie. Margaret serra doucement sa main. « Vous avez risqué votre vie pour nous. » De retour auprès de Lucia endormie, Margaret se sentit enfin un peu d'espoir. Après 16 ans de recherche, elle l'avait retrouvée. Le chemin de la guérison serait long, mais elle le ferait ensemble, pas à pas. Elle remercia silencieusement le destin qui les avait conduites à cette casse, à cette vieille Cadillac rouge écrasée et au sac bleu qui avait ramené sa fille chez elle.